collectif Les Créatrices 8, qui rassemble les énergies de vie féminine et du Centre culturel de Oui, vise à mettre en lumière l'héritage artistique moins visibilisé des femmes artistes de la région hautoise. Portrait de quelques écrivaines et de leur univers d'écriture en 7 épisodes. Elles écrivent, écoutons, Catherine L'Heureux. Peloton, portez vos armes. Carabinier, demi-tour. À droite. La ville de Oui, c'est vraiment un magma de lieux signifiants, surtout quand on se penche sur l'histoire évolutionnaire, et qui me font dire « j'ai bien envie de faire un truc qui se passe là ». Je m'appelle Catherine L'Heureux, j'ai 44 ans. J'écris des romans policiers historiques. Je suis historienne de formation, grande fan de romans policiers. Et alors, mon idée, a toujours été d'écrire sur la région. Donc, j'écris des romans policiers historiques qui se passent dans la région, en SB, à l'époque de Napoléon. Pourquoi Napoléon ? Voilà, c'est une de mes périodes historiques préférées. Pour la pièce, halte. Canonniers et servants, à vos postes. Attelage, à couvert. Conducteur, à couvert. Pour la pièce, feu. Quand j'ai eu envie de me lancer dans l'écriture, je suis partie de recherches généalogiques que j'ai faites après la naissance de ma fille. Et je suis tombée en amour sur un de mes ancêtres, Grégoire Lefebvre. Né dans la région de Hanu en 1824, et ma première idée, c'était d'écrire son histoire à lui. Sa profession, dans la déclaration de naissance de sa fille, c'est écrivain. Et j'avais trouvé ça sympa. En plus, je trouvais qu'il avait un nom et un prénom qui sonnaient bien. Je me dis, oh, celui-là, je vais le garder. Et puis, je dis, je vais essayer d'en faire quelque chose. J'ai une amie qui m'avait dit, c'est un beau gosse. Ouais, oui, c'est un beau gosse. Hein, voilà. Il est... Physiquement, c'est vrai que je l'ai imaginé aussi grand, brun, auvergnat. Alors, je voulais qu'il soit auvergnat. Pourquoi ? Parce que je voulais décrire la SB à travers les yeux de quelqu'un qui ne la connaissait pas du tout. C'est une espèce d'idéal masculin, je vais pas me le cacher, avec des tas de qualités et de défauts qui me mettaient cher. C'est quelqu'un qui est relativement orgueilleux, certainement un défaut qu'il a en commun avec moi. C'est un personnage qui arrive dans un contexte révolutionnaire. Il est terriblement acquis aux idées nouvelles contre, par exemple, les aristocrates, mais il va évoluer par rapport à tout ça. Il tombe amoureux d'une aristocrate, la fameuse Virginie. Voilà, je voulais aussi en faire un personnage qui soit capable de tomber amoureux. Pour moi, ça me semblait important. Comme j'ai le plaisir de partager ma vie avec un garçon avec qui on partage tout, on sait se parler d'égal à égal, et je voulais certainement aussi retranscrire ça chez Grégoire. Voilà, une envie d'être heureux, une envie aussi de trouver sa voie. Un personnage qui est devenu militaire un peu contre son gré, qui s'amuse pas spécialement, pas ce qu'il fait, c'est pas tellement que les enquêtes ne lui plaisent pas, mais c'est pas un soldat dans l'âme, c'est un peu une voie forcée pour lui, et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans les romans. Son rêve d'enfant, c'était d'être imprimeur. Ça, c'est aussi quelque chose, je voulais aussi le relier à des livres. Et alors la dernière chose qui fait que Grégoire est vraiment finalement
un produit de mon imagination et qui remonte à loin, c'est le fait qu'il soit auvergnat, puisque dans mes vacances d'enfant, l'Auvergne, c'était la terre promise des vacances en famille. Et les premiers essais ont été absolument non concluants. Les quelques extraits que j'avais réussi à faire, quand je les ai lus à mon mari, il s'est endormi pendant que je lisais, donc je dis ok, on laisse tomber. Donc en fait, j'ai vraiment commencé à écrire, je me rappelle, de m'être mise pour écrire en 2007. Je faisais un remplacement à la télé d'Andenne, j'avais des heures de fourche. Curieusement, j'aimais bien être prof, mais je cherchais aussi une solution pour pouvoir travailler de chez moi. Parce qu'avec l'arrivée de ma fille en 2005, je me suis découvert une fibre de maman très jalouse. J'avais du mal à confier ma fille et je me voyais bien être une maman qui travaille à la maison et qui peut allier une vie professionnelle complète depuis la maison, créative, et alors mon rôle de maman à temps complet. Et bon, ça s'est pas fait tout de suite, évidemment. La petite a grandi et le projet avec elle. Mais je m'étais toujours vue en train d'écrire, mais jamais le concrétiser avant cette date-là. Voilà. Écrire, c'était une forme d'accès à la plénitude, au bonheur complet pour moi, avec toujours cette notion de bonheur à l'origine. J'ai besoin d'être heureuse pour écrire et ça me rend heureuse d'écrire. Alors, voilà, c'est un peu... hélas, cette année 2022, c'est une année qui a été difficile pour moi en termes privés, avec le décès successif de mes 2 parents sur 6 mois de temps. Et c'est clair, là, je me suis rendu compte que le bonheur comme origine du mouvement de création était vraiment nécessaire. Voilà. Grégoire Lefebvre a encore des vies à vivre et il n'attend plus que moi. Donc, moi, je serais contente de le retrouver aussi. Alors quand je me mets pour écrire, généralement, c'est dans des moments où voilà, je me suis organisée pour être tranquille. Alors c'est pas forcément toute seule ici, j'écris en plein dans la pièce à vivre. Alors il y a plusieurs solutions. Soit je me lève à 5h du matin le week-end, et là, les probabilités de voir arriver mon mari et ma fille à cette heure-là sont quand même relativement faibles. Jusque 8-9h du matin, ça va. L'idée, c'est de pouvoir avoir en fait un calme, en fait, voilà, une espèce de plénitude, de me dire j'ai le loisir de prendre le temps qu'il me faut. Si c'est pour me dire j'écris, j'ai 1 heure devant moi, ça va pas, ça me bloque. Par contre, je m'installe, je suis en pyjama, je ne me mets pas d'arrêt, je me dis pas non, à cette heure-là, il faut que j'arrête, il faudra que j'aille prendre ma douche, voilà, je me dis j'écris. Et c'est pareil quand je me remets le soir, après le boulot, de nouveau, j'ai déjà écrit des pages de romans avec juste mes écouteurs dans les oreilles pour quand même buller un peu, mais en arrière-fond, mon mari et ma belle-mère qui écoutent Top Chef, voilà. C'est pas un problème. Je crois que le mouvement de la vie quotidienne est un besoin, je sais pas être complètement isolée. Il y a un moment où j'ai besoin aussi d'avoir le mouvement de la vie, en fait. Voilà. C'est encore autre chose, qu'il faut arriver au bout. Et alors, en 2016, j'ai eu une pneumonie, 1 mois complet à la maison. Et à la fin de mon congé maladie, je dis à mon mari, je vais prendre une pause carrière, terminer mon roman, Le Serment de haine, et essayer de le faire publier dans Vivre. Donc la première année de pause carrière en 2017, bien terminé aussi bien que possible Le Serment de haine, et je le présente pour de l'édition. Et là, je me rends compte que le bouquin n'est pas mal, mais qu'il n'est pas abouti. Le problème, c'est que quand on écrit soi-même et qu'on n'a personne d'autre que ma belle-maman, qui est charmante, mais c'est ma belle-mère, mes 2 parents étaient encore là, ils ont lu tous les 2 mon roman, et alors il y a l'homme qui dort avec moi, qui n'a pas envie de dormir dans la niche, si jamais il me dit carrément que c'est pas bon. Donc voilà, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va dire c'est pas bon, sans avoir peur ni de me vexer, ni de me faire de la peine, enfin bon. Et je me dis, il me fallait
une référence extérieure. C'est comme ça que je suis tombée sur Cléa, donc ce groupe d'auteurs et de lecteurs animé notamment par Laurence et par Marie-Astrid. Et là, c'est sympa parce que bon, on a quand même une petite participation, mais elle est modique, à débourser. Et on envoie son manuscrit et on récupère un diagnostic de 10 à 15 pages dans lequel on a les forces, les faiblesses et les pistes pour améliorer. Et alors, le truc, c'est qu'ils disent carrément, n'essayez pas de corriger votre manuscrit, recommencez-le. Donc, reprenez tout, re-rédigez. Donc, j'ai tout re-rédigé, en fait, en appliquant complètement leurs conseils, en refaisant complètement d'abord ma structure, ma structure de base, mon synopsis, et j'ai réécrit le serment de haine. Et là, c'est quand même bien parce que Marc, mon mari, m'a avoué que dans sa première mouture, en réalité, il n'avait pas lu plus loin que la page 80. Et là, il l'a fini en 2 jours. Donc, je me dis, ça, c'est bon. OK, je vais essayer vraiment de trouver un éditeur cette fois-ci. Donc, je m'y suis mise très sérieusement. J'avais réussi à collecter 150 noms de maisons d'édition un peu partout, en Belgique, en France. Voilà, j'ai envoyé partout où je pouvais. Ça coûte beaucoup d'argent envoyer à Paris, etc. Enfin, bon, j'essaye. Et puis, ça ne donnait rien. Je récupérais juste des codes pour imprimer, faire paraître mon bouquin sur Librinova, cette plateforme qui existe pour... alors, c'est à la limite de l'auto-édition et de l'édition. Donc en gros, si on fait des bons scores dans Librinova, la maison d'édition qui donne un code dit « Ok, à partir de 1000 bouquins vendus, je prends en charge le reste. Voilà ». Moi, je suis désolée, un éditeur, c'est quelqu'un qui prend les risques financiers. Et là, c'est mettre juste ses doigts dans l'eau pour voir la température de l'eau. Alors s'il ne croit pas à mon bouquin, il ne le prend pas, je le garde. Voilà. Et j'ai suivi la voie alors de l'auto-édition, mais alors via la plateforme dont il ne faut pas prononcer le nom, Amazon, qui est quand même la plateforme d'auto-édition, qui est la seule qui est complètement gratuite et qui offre une vraie visibilité. Parce qu'il y a d'autres plateformes gratuites si on veut, parce que c'est vrai que je dois quand même payer pour mes stocks. J'aurais pu passer par d'autres choses, comme je vois par exemple des filières, le livre en papier, qui fait de très très beaux... un très très beau travail. Quand on confie des ouvrages en auto-édition à cette maison-là, on récupère vraiment de belles choses. Mais on n'a pas la plateforme de vente, on n'a pas la création des e-books, etc. Donc c'était quand même qu'un demi... le livre en papier, ça n'aurait été qu'un demi-service. Donc je dis, je vais d'abord me lancer en auto-édition numérique. On était en février 2019 et si ça marche dans 6 mois, je lancerai le papier, aussi par Amazon. Et ça a très bien marché puisque j'en ai vendu entre 150 et 200 en 6 mois, rien qu'en numérique. Donc je me suis lancée sur le papier. Alors ma grande chance, c'est d'avoir eu plein de libraires dans la région qui ont été super sympas avec moi, qui m'ont accueilli dans leur rayon. Donc je leur laissais un pourcentage, 25 à 30% sur le prix TVA compris du bouquin, si c'était vendu. Si c'était pas vendu, il n'y avait pas de frais pour eux, je reprenais simplement. Et c'est vrai que je pourrais avoir peut-être plus de visibilité avec un éditeur, mais moins de liberté. Parce que je parlais de certains auteurs que je connais qui doivent demander la permission pour participer à un salon, qui doivent demander la permission pour faire ce genre d'événement. Et les 3/4 du temps, la réponse c'est non. Parce qu'on a déjà vendu assez de bouquins, parce que s'il faut en réimprimer, ça fait des frais. Et oui. S'ils ne vendent pas au moins 100 bouquins, c'est pas intéressant pour eux financièrement, donc ils ne veulent pas. Ou alors ils disent carrément à l'auteur, achetez les 100 bouquins, vendez-les, débrouillez-vous. Au prix que eux veulent fixer, évidemment. Je me trouve légitime, peut-être que je me trompe, voilà, c'est juste un sentiment. Et c'est vrai que je suis horrifiée quand je vois par exemple des programmes soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui soutiennent les auteurs belges et quand on les contacte, quelle est la maison d'édition, madame? Ah, je suis auto-éditée. Ah, alors, madame, vous n'êtes pas un vrai écrivain. Merci. Voilà. Donc il faut savoir qu'en Belgique, l'État belge ne soutient que les gens qui se font rançonner par des éditeurs. Voilà.
on va dire les choses, hein, c'est rançonné par l'éditeur. On a 10% du prix de vente d'un livre, donc ça veut dire un bouquin vendu 20 €, on a 2 € et on doit encore y retourner 1 € à l'État belge en frais divers, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a les libraires aussi qui sont très chouettes, et alors tous les événements qui tournent dans la région, les événements organisés par le centre culturel, par les bibliothèques, il y a les marchés de Noël aussi, donc les villes et communes de la région qui organisent des tas d'événements auxquels quelqu'un comme moi peut participer, arriver avec ma caisse avec mes bouquins, mon manche debout, ma caisse avec mes sous, et puis mes roll-up, parce que j'ai fait des roll-up avec les couvertures de mes bouquins, et en avant. Voilà.